Au jeu! Deuxième prise! Compte complet! Le balado Côte complet est présenté par Plan de match à Boucherville, votre centre d'entraînement et boutique de baseball et de softball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fiers partenaires de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Usereau et Mark Griffin. Bienvenue à Compte complet, c'est le retour de notre balado sur le monde du baseball. Très heureux de vous retrouver, Alain Usereau, en compagnie de Mark Griffin. Mark, on ne perdra pas de temps parce que les gens, je pense, ont le goût de parler de baseball et d'entendre parler de ce qui se passe dans le baseball majeur. Et parmi les questions qu'on se fait poser le plus, il y a les joueurs autonomes, on va en parler un peu plus tard, mais on va commencer avec les Blue Jays de Toronto. Les gens sont vraiment... je suis sûr de savoir qu'est-ce qui va se passer avec les Blue Jays de Toronto. Il y en a qui sont inquiets face au peu de renforts qu'on a eu à l'attaque pendant la saison morte. On va se fier encore aux lanceurs partants. On en a 4 solides, probablement parmi les meilleures équipes dans le top 4 des lanceurs partants. Je ne sais pas quelle est ton évaluation de ce qui s'est passé pendant l'entre-saison. Écoutez, évidemment, il y avait tout la saga Shohei Ohtani, où on pensait qu'Ohtani était sur un vol qui l'amenait à Toronto, puis bon. Et là, les partisans des Jays, évidemment, qui s'en pouvaient plus, et tout ça pour, finalement, ça n'a pas fonctionné. Écoute, c'est sûr qu'on pensait compte tenu du fait que Rogers allait probablement mettre beaucoup d'argent sur Shohei Ohtani, on s'est dit, si jamais ça ne fonctionne pas, on peut se revirer. Il y a un Cody Bellinger qui était disponible durant l'hiver. Il y avait d'autres options pour donner un coup de main à l'attaque des Blue Jays de Toronto. Ça s'est finalement terminé avec un Justin Turner, qui, on va en reparler rapidement après, mais qui, selon moi, est quand même une très bonne acquisition. Puis là, tu as des gars comme Connor Falefa qui viennent. On a re-signé, évidemment, Kevin Kiermaier. Ce qui fait que, tu as mentionné d'entrée de jeu les lanceurs. C'est sûr qu'Alek Manoah devient aussi une pièce clé. Si Manoah ressemble moindrement à ce qu'il était il y a 2 ans, là, soudainement, on parle de 5 partants de qualité. On verra ce que ça va donner lors du camp d'entraînement pour Manoah. Les premiers signes sont quand même encourageants. On parle des balles rapides autour de 93 000 à l'heure. Est-ce que ça peut augmenter? On verra bien. Mais ça pourrait devenir vraiment une clé importante du côté des Blue Jays de Toronto. Maintenant, Alain, du côté de l'attaque, les gens se disent, mais Vlad, au cours des 2 dernières années, c'est pas mauvais, mais c'est pas le Vlad d'il y a 3 ans où il avait été dominant, lequel va se présenter. Est-ce que Beau Bichette va être un peu meilleur? Moi, la clé dans tout ça, ça pourrait être peut-être un Dalton Varsho. Et ce que j'aime de l'acquisition de Justin Turner, Alain, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais moi, là, écoute, tu vas te rappeler, écoute, lorsque les Jays s'étaient débarrassés d'Edwin Encarnacion, j'avais dit, vous savez, pour pas cher, on aurait pu le garder, il se serait assis à côté de Vlad Junior pendant une année ou 2. Ça n'a pas de prix, ça, ces discussions-là, parce que vous savez, les joueurs entre eux, là, oui, on a des instructeurs, mais les joueurs entre eux s'entraident beaucoup. L'expérience compte pour beaucoup, enfin, le partage d'expérience. Fait que je pense qu'un Justin Turner, c'est beaucoup plus qu'un gars qui va venir, oui, donner un coup de main à l'attaque, oui, il va jouer au 3e but, probablement pas tous les jours, mais de façon assez régulière. Mais c'est surtout le fait qu'il va être assis dans l'abri, souvent à côté d'un Dalton Varsho, qui a beaucoup de talent, mais ça n'a pas cliqué l'année dernière. Et là, peut-être qu'avec un Turner autour de lui, ce gars-là va devenir un joueur clé. Alors, si Varsho frappe comme on pense qu'il peut frapper, là, soudainement, tes problèmes à l'attaque sont pas si pires. J'aurais quand même souhaité qu'on puisse mettre sous contrat un J.D. Martinez juste pour avoir un bâton qui est encore là, qui peut agir comme frappeur de choix de temps en temps, qui rassurerait un petit peu tout le monde. Bon, ça dépend du prix, évidemment. Mais toujours est-il que moi, je pense que là, les Blue Jays, il y a quand même un beau potentiel. Est-ce que c'est assez pour terminer au premier rang? Je ne suis pas certain, mais assez pour faire les séries, absolument.
Est-ce que tu aurais préféré JD Martinez à Justin Turner? Parce que là, on peut pas avoir les deux. Turner va agir comme frappeur suppléant, pas suppléant, mais frappeur désigné. Chez les Blue Jays, on a tendance, pendant les repos, par exemple, à Vlad de l'utiliser comme frappeur de choix. T'as pas de place pour les deux. Est-ce que tu aurais préféré, moi, honnêtement, compte tenu de, bon, les deux, il y a des similarités entre les deux, puis je le conçois, là, c'est-à-dire que les deux ont retravaillé leur élan pour avoir leur meilleure saison une fois là, bon, techniquement, qui se sont refaits. Mais je te demande comme ça, est-ce que tu aurais préféré JD Martinez? Non, pas vraiment. Pas vraiment parce que, le fait que Turner peut jouer au troisième but, bon, on a Connor Falefa qui peut jouer là, il y a Biggio, mais je pense que Turner va quand même, le fait qu'il peut jouer à l'avant-champ. Dans le cas de JD Martinez, c'est un frappeur de choix, point. J'aime la patience de Turner, donc les buts sur balle qu'il va soutirer va permettre un peu plus d'action. Puis, tu sais, les Jays étaient une équipe indisciplinée en termes de soutirer des buts sur balle. Moi, je veux que lorsque Vlad se présente au bâton, je veux des coureurs sur les sentiers ou, évidemment, à l'inverse, là, si Vlad peut être sur les sentiers pour un Justin Turner. On ne connaît pas l'ordre des frappeurs exact, mais je préfère Turner dans les circonstances au niveau des besoins de l'équipe. Ouais, j'ai hâte de voir qui va frapper premier, moi, dans cette formation-là. On a besoin de gars qui se rendent sur les buts comme premier frappeur. Parce que Biggio peut augmenter un petit peu sa moyenne au bâton. On sait qu'il va avoir sa part de buts sur balle. Mais bon, en tout cas, ce sera à suivre. Une autre équipe que les amateurs au Québec suivent, les Red Sox de Boston, Marc. Puis, je vais commencer en disant, j'espère juste la stabilité au sein de cette équipe-là. Puis, stabilité, je te parle pas du personnel de joueurs. C'est juste que depuis une dizaine d'années, ça fait 3 fois qu'on change de direction, puis je te dis pas juste de personne. C'est la philosophie de l'équipe à un moment donné. Il faut que tu aies quelque chose à long terme. Quand Theo Epstein est parti, là, il est revenu. C'est pour ça que j'espère qu'on va avoir une stabilité. Quand il est parti après 2011, on a embauché Ben Cherington. Et là, sa mission, c'était de refaire le réseau de filiales pour qu'on ait du succès à long terme. Il a gagné une série mondiale. Je te dis pas que c'est un accident, Marc. Tu ne gagnes pas un championnat par accident, sauf que quand tu regardes l'année d'avant, l'année d'après, là, il y a pas mal de joueurs autonomes qu'on avait embauchés qui ont eu leur meilleure saison en carrière. Bon, ça faisait pas d'affaire parce qu'on ne gagnait pas assez vite. On l'a limogé. Là, Dave Dombrowski, on sait la façon de faire de Dombrowski. Il va liquider des prospects pour gagner tout de suite. Ça a marché. Mais comme d'habitude, puis comme ça va être le cas à Philadelphie, Marc, quand Dombrowski va partir, le réseau de filiales va être à sec. Bon, après ça, Dombrowski est parti. On sait ce qui est arrivé au réseau de filiales, Marc. Shane Bloom, on veut faire plus avec moins. C'est correct. Mais là, Marc, on n'a pas attendu les 5 ans. On était à la limite, puis là, il y a des prospects qui s'en viennent, mais on n'est pas content de la façon que c'est arrivé des 2 dernières années. On le remplace. À un moment donné, là, est-ce qu'on a un gros marché ou on ne l'est pas? Là? C'est peut-être ce qu'il faudra décider chez les Red Sox de Boston. Alain, je dis souvent, ça joue comme c'est mené, puis tu as raison de parler de cette instabilité-là au niveau du 2e étage. Juste à écouter les propos de certains joueurs à leur arrivée au camp d'entraînement, je pense à Devers, il y a eu aussi Jensen qui a parlé, et tu vois que c'est pas olé là, dans le vestiaire. Là. On est comme, ben, qu'est-ce qui se passe? On aurait eu besoin d'aide, il y a eu quelques transactions, il y a quelques joueurs qui... Tyler O'Neill qui s'en vient, Van Grisham, il y a du nouveau monde qui s'amène. En fait, au niveau des joueurs de position, c'est pas une mauvaise équipe, là, celle des Red Sox, c'est surtout au niveau du monticule là, que ça se gâte. Mais c'est vrai de mentionner que l'instabilité en haut peut créer quelque chose de moins bon. Puis on sait à quel point c'est important d'avoir du plaisir à te présenter au parc. Puis moi, je minimise jamais ça parce que c'est dur le baseball, des longs passages à vide. Mais alors, si tu es content de te retrouver dans le vestiaire, tu peux avoir... tu peux t'en sortir, tandis que en ce moment, ça ne semble pas être rose-rose. Ça peut se régler du côté des Red Sox au niveau de cette ambiance-là autour de l'équipe, mais ça reste que cette instabilité-là m'inquiète un peu. Il y a beaucoup de talent, mais j'ai l'impression que... Tu regardes, Alain, on joue quand même dans la division Est de la Ligue américaine. Puis, les Yankees se sont améliorés. Baltimore, c'est Baltimore. Ouais. Les Blue Jays, on vient d'en parler. Les Rays, ce sont les Rays. Fait qu'on se retrouve dans une situation où ça peut virer d'un côté puis d'un mauvais côté assez rapidement. On parle beaucoup de ces années, Rafaela, Marc. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de Wheeler Abreu l'année passée.
Je sais qu'on a fait quelques acquisitions au champ extérieur, malgré le départ là, de Verdugo. On ne sait pas encore Jaren Duran où il va jouer. Si Gresham joue au deuxième, puis Story à l'arrêt-court, ça laisse pas de place là, pour Duran, qu'on veut faire jouer régulièrement comme premier frappeur. Bref, il y a une infusion de jeunes. Je ne sais pas lequel entre Rafaela et Abreu, toi, que tu souhaites voir là, sur le terrain au cours de la prochaine Rafaela saison. fait beaucoup jaser. Moi, j'aime le côté athlétique. Là, tu parles surtout au champ extérieur. Tu veux voir des gars qui se déplacent bien. On sait que jouer au Fenway Park, au champ extérieur, c'est pas toujours évident. Puis d'avoir un côté un peu plus athlétique aussi à l'avant-champ. On a eu des vétérans au cours des dernières années. Bon, Trevor Story, on verra ce que ça va donner. Mais moi, on le voit partout dans le baseball. Je regarde même les premiers matchs de camp d'entraînement, Alain. On est beaucoup plus athlétique. Puis ça se voit. Puis, et je pense qu'il faut que les Red Sox aussi aient dans cette direction-là. Ça regarde bien. Moi, je trouve que, comme je l'ai mentionné tantôt, là, il y a des choses intéressantes, surtout au niveau des joueurs de position. Je pense que la clé, là, vraiment, du côté des Red Sox, ce sera qui va lancer bien des manches. Il y a un gros point d'interrogation à ce niveau-là. Oui. Écoute, Marc, la plupart des observateurs placent les Red Sox à la même place que l'année passée. C'est pas très optimiste là, pour les partisans des Red Sox, en pas de 500 puis 5e dans la section Est de la Ligue américaine. Et dans le cadre de notre balado, cette année, on demande votre collaboration, vous qui nous regardez ou qui nous écoutez, avec la question de la semaine qui est présentée par Sylmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voiture et de camions classiques antiques. Vous pouvez le consulter au www.sylmar.ca. Et la question de la semaine, et je pense qu'on va avoir pas mal de réponses. Pensez-vous que les Red Sox ont ce qu'il faut pour éviter de terminer dernier dans la section Est de la Ligue américaine? Donc, vous pouvez nous envoyer vos commentaires sur Facebook, facebook.com/compte complet balado. Marc, tu as écrit un texte sur le marché des joueurs autonomes. Ça te déplaît souverainement ce qui arrive présentement dans le baseball majeur. Là. Il y a encore plusieurs joueurs autonomes importants. 2 gros lanceurs partants, notamment Matt Chapman, J.D. Martinez, dont on a parlé tantôt. Les 2 partants sont Jordan Montgomery et le détenteur du trophée Cy Young au cours de la dernière saison dans la nationale, Blake Snell. Avant de t'entendre là-dessus, puis élaborer sur ce que tu as écrit, Marc, je veux juste dire, j'ai pas beaucoup de pitié pour les joueurs. Je trouve ça dommage que des joueurs de qualité ne soient pas au camp d'entraînement là où ils devraient être. Mais en s'associant à Scott Boras, ils savaient à quoi s'attendre. Le but de s'associer à Scott Boras, c'est d'obtenir le plus d'argent possible. Avant de dire que c'est une erreur de la part des joueurs, je vais attendre de voir les contrats qui vont se signer. Moi, je me rappelle de Bryce Harper. Tu te rappelles, il avait signé, on pense, à la mi-mars avec les Phillies de Philadelphie. Il a eu ce qu'il voulait. Mais quand les contrats vont être signés, je vais pouvoir évaluer un peu plus du point de vue des joueurs, si oui ou non ils ont gagné leur pari. Il y a Pete Alonso là, qui vient de s'associer à Scott Boras. Bon, ça veut dire que malgré les belles paroles, je vais finir avec les Mets, je vais être joueur autonome à la fin de l'année. En même temps, Alain, je regarde Cody Bellinger. Cody Bellinger va jouer sur ses 28 ans, il va avoir 29 ans durant l'été, durant la saison. Est-ce qu'il visait réellement un contrat de 3 ans? T'sais, moi, je connais Scott Boras, Alain. Il va avoir 31 ans à la fin de ce contrat-là. Tu le sais, Alain, les statistiques avancées, passer la trentaine, c'est plus difficile. Moi, je suis convaincu qu'on voulait plus d'années. Je ne parle pas plus d'argent, mais je voulais certainement plus d'années dans le contrat de Cody Bellinger, qui, soit dit en passant, a comme agent Scott Boras. Et donc, je me dis, bon, c'est 80 millions, c'est 80 millions. Moi, ce qu'il a fallu plier, là, c'est de dire, il y a une option qui peut quitter son contrat après 1 an. Moi, j'aime pas ça pour l'organisation parce que là, l'année passée, on avait signé Bellinger pour 1 an. On l'a regretté parce que si on l'avait signé pour 2 ans, là, on aurait un joueur clé pour une 2e année de suite. Tu sais, il y a comme une constance où tu sais pour les partisans que, Bellinger est là pour 3 ans. Mais tu ne sais pas que Bellinger va être là pour 3 ans parce qu'après la première année, s'il connaît une autre bonne année, il pourrait sortir de son contrat. Puis il pourrait faire la même chose après sa 2e année. Tu sais, Alain, ça me fait penser aux clauses de non-échange. Le premier qui a donné ça à un moment donné, puis là, ça a fait boule de neige. Puis là, tu joues dans une ligue de 30 équipes, mais moi, je ne veux pas aller jouer dans 10, 12, 15, 20 marchés. Bon, c'est correct, là, mais tu sais, à un moment donné, c'est que les joueurs ont trop. Je vais te donner 20 millions par année, mais je peux-tu faire ce que je veux après? Tu sais, là, c'est comme, je te donne 20 millions, puis tu peux
sortir après une première année, même si c'est un contrat de 3 ans, puis si je veux t'échanger, ben je peux pas t'échanger à 25 marchés. Tu as juste 5 marchés ou aucun. Tu as une clause de non-échange complète. Ouais. Je trouve que les joueurs, ils font pas pitié, mais à un moment donné, il y a comme trop comme passé. Fait que ça, j'aime pas ça. Puis dans tout ça, et c'est la raison un peu de mon article, j'ai eu une petite montée de lait, puis je me dis, là, le partisan là-dedans, c'est lui qui est encore perdant. Là, parce que c'est bien beau tout ça, mais moi, là, on passe un segment à parler à des joueurs autonomes encore, alors que les camps sont commencés, alors qu'on a des jeunes qui sont sur le terrain, on a des gars qui veulent faire des équipes, on a des équipes qui veulent surprendre, je pense aux Tigers. Mais là, on ne parle pas de ça parce que faut attendre, voir où s'en va Blake Snell. Puis comme joueur, actuellement, là, tu vas me dire, oui, il s'entraîne, mais tu sais, Matt Chapman, s'il signe, ou Blake Snell, ou Montgomery, ou peu importe, là, on va se retrouver avec une équipe, peut-être une nouvelle équipe, avec une nouvelle philosophie. Là, on va-tu nous dire que Blake Snell ne sera pas prêt pour le début de la saison parce qu'il n'a pas eu son camp d'entraînement? Tout ça est plate, puis je pense que c'est le partisan qui perd le plus dans tout ça. Puis, je vais dire comme toi, j'ai hâte de voir si ces gars-là vont vraiment obtenir ce qu'ils désiraient au départ, parce que je trouve que c'est un jeu qui est assez dangereux. Surtout un gars comme Chapman, qui, il faut dire, n'est pas dominant en attaque. Tu sais, un Blake Snell va probablement finir par avoir ce qu'il veut. Il vient de gagner le trophée Cy Young, puis un lanceur partant, bon, on sait à quel point c'est important. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça donne, mais moi, je trouve que souvent, le partisan passe deuxième. Je suis pas certain que Scott Boras est bon pour le baseball. Il est bon pour ses joueurs. Il est très, très bon. Puis tous ceux qui l'ont eu vont dire, hey, il y a eu... Bon. Mais pour le baseball, c'est un peu tannant. Fait que je me dis, est-ce qu'on peut trouver une solution quelconque? J'en ai pas, là, mais est-ce qu'il y a une solution quelconque qui ferait en sorte que, tu sais, rendu à une certaine date, avant les débuts du camp d'entraînement, ou certainement avant le début des matchs préparatoires, qu'il faut que ces gars-là soient mis sous contrat. Sinon... on va parler de ça encore pendant combien de temps? Là, alors, le partisan, il veut voir les joueurs de baseball sur le terrain, il veut voir son équipe sur le terrain, voir est-ce qu'il y a de l'espoir, est-ce que ci, est-ce que ça, et pas se demander qu'est-ce qui se passe avec des joueurs autonomes. Là. Oui, en fait, on suit ça comme un téléroman, Marc, c'est pas compliqué. Là. Toujours est-il que ils sont disponibles, ces gars-là. Puis là, il y a des rumeurs voulant que les Yankees, finalement, soient intéressés particulièrement Blake Snell. Pour Montgomery, ce ne serait pas une mauvaise chose compte tenu de ses succès en série, même si les Yankees n'y croyaient pas quand on l'a laissé aller, mais les choses changent avec le temps. Je regardais la rotation des partants des Yankees. Il y a une place dans la mesure où on dit que Clark Schmidt, on n'est pas certain encore. L'année passée, il y avait de la difficulté avec le 3e tour au bâton. Est-ce que c'est quelqu'un qui a l'étoffe pour être releveur? À ce moment-là, écoute, si tu enlèves son 3e tour, sa fiche est quand même pas mal. Donc, son profil de carrière, peut-être s'en va dans cette direction-là, mais c'est une recrue. L'année passée, ou la première fois qu'on le laissait pendant longtemps. C'est un gars qui est capable de s'ajuster. Les Yankees veulent gagner maintenant. Ils ne veulent pas avoir une autre saison comme l'année passée. Ça, c'est la direction a été claire là-dessus. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a un des deux qui va se retrouver avec les Yankees, Montgomery ou encore Blake Snell. Bon, écoute, c'est fort possible. Les Yankees, tu l'as dit, ce sont les Yankees. J'ai entendu les propos de Steinbrenner qui dit, écoutez, on a quand même une bonne masse salariale actuellement, mais s'il faut, il le faut. C'est sûr que Scott Boras, pour revenir à lui, souhaite qu'une équipe comme les Yankees s'intéresse à un de ses clients. Ils ont de l'argent. Ça, c'est assez clair. Puis c'est sûr que Snell... Bon, j'ai pas fait mes prédictions officielles encore dans la division S, mais c'est sûr que si tu ajoutes un Blake Snell à ce que les Yankees ont, là on parle, on est sérieux. Là. on va être sérieux dans tout ça. Mais tu sais, je regarde un gars comme Montgomery, là. Je sais qu'on a parlé des Red Sox tout à l'heure, mais c'est un gars qui passe ses hivers dans la région de Boston. Là. Il est là, il est dans leur cours là, présentement. Là. Imagine-toi à quel point ça pourrait donner un petit aux partisans de dire bon, on va signer on a un as-lanceur, on a vraiment un partant qui peut faire des choses. Mais je ne sais pas à quel point on veut dépenser là, du côté des Red Sox. C'est ça qui est un peu plus difficile. Mais écoute, tu as raison de dire, ils sont là, ils sont disponibles, puis ils peuvent faire une grande... Tu sais, Blake Snell peut faire une belle différence, que ce soit avec les Yankees ou avec une autre équipe, peut faire une différence. Donc, ça va changer la donne pour certaines équipes. Lorsque ces gars-là vont être mis sous contrat, je l'espère très bientôt. Oui. Écoute, chez les Yankees, dans le fond, on a fait ce qu'on avait à faire. On voulait quelqu'un qui soit capable
d'appuyer Aaron Judge. L'année passée, l'attaque s'est effondrée, l'équipe au complet quand il était absent. Et là, Rizzo revient dans de meilleures dispositions. On l'espère. Il n'y a pas de garantie encore. Une commotion cérébrale, Marc, ça peut être traître. Mais l'ajout de Soto devrait donner une autre dimension à cette attaque. De toute façon, bon, c'est un des meilleurs frappeurs, je pense qu'on peut le qualifier du top 5 là, dans le baseball majeur. Je veux dire, il peut avoir un impact, ce gars-là, avec les Yankees de New York. Là. Ça peut pas être autrement. Tu parles de meilleur frappeur. On parle de puissance, de patience. C'est un gars qui ne s'élance pas beaucoup sur des tirs hors de la zone des prises. Il est fait pour jouer avec les Yankees. Ce gars-là est parfait pour les Yankees de New York. Tu l'as dit, bon, écoute, c'est un one-two punch là, qui est assez, assez impressionnant avec Aaron Judge. Mais tu sais, juste, les Yankees avaient besoin de ça. T'sais, on en a parlé, on en avait parlé avant même que Soto se retrouve avec les Yankees. Ça va faire du bien. Il va amener de l'énergie, il va amener de la vie, il va amener du fun, il va amener de l'arrogance. Tu sais, parce que Judge, c'est un gros nounours. Hein? Il est là, puis il frappe, mais tu sais, il donne ses entrevues, puis il sourit. Puis là, l'autre, il est en mission, là, dans le sens que tu sais, il peut mal faire paraître un lanceur, peut donner son petit spectacle. Moi, je pense qu'il est parfait pour les Yankees de New York. Ça va donner vie à des gars comme Stanton, puis ça va donner vie à des gars qui en arrachent depuis une couple d'années. Ils ont vraiment frappé dans le mille. Moi, je suis convaincu que ça va être un grand succès avec les Yankees, évidemment en souhaitant que tout le monde reste en santé. Ce qui est toujours la question chez les Yankees. Hein, pour Judge, pour Stanton, pour Rizzo, tu en as parlé. Mais si lui peut venir stabiliser tout ça pour rester dans la formation, s'assurer d'avoir de la puissance, s'assurer d'avoir des bonnes présences au bâton, je vais te dire une chose, ça va être pas mal le fun à regarder cette équipe. Pas mal plus fun, en tout cas, de regarder les Yankees avec Juan Soto dans la formation. Oui, absolument. José, on avait peut-être une image un peu trop corporatiste, si je peux dire, chez les Yankees de New York, Marc, et je pense que tu sais un peu ce que je veux dire là-dessus. Puis Soto va peut-être changer un petit peu ce qu'il y avait là-dedans. Je pense que l'absence de Rizzo l'année passée a contribué à cette image-là un peu trop propre là, des Yankees. Oui, puis rappelle-toi, même on disait avec l'ajout de Donaldson un peu, ça va mais Donaldson, il n'y avait pas le rendement qui venait avec. Tu sais, faut que tu aies le rendement. Tu sais, t'as beau être arrogant, mais si tu frappes 223 puis tu commets des erreurs, ça ne marchera pas. Alors, Soto, c'était clair là, que ça allait créer une belle synergie dans cette équipe-là. Là. Oui, j'ai l'impression que Soto, lui, s'est présenté à ses coéquipiers, contrairement à Donaldson quand il est arrivé à Milwaukee. Là, dont la réaction avait été « J'ai pas besoin de me présenter, ils me connaissent ». Enfin, je t'avoue que je l'ai encore en tête, celle-là. Marc, on va parler de collectionneurs et de cartes de baseball. J'imagine que tu en as eu quelques-unes quand tu étais jeune, Marc. Écoute, la carte de la semaine, c'est une présentation de carte-dépôt.ca, votre détaillant de cartes sportives non sportives, plus de 14 000 items en vente sur eBay. On va commencer en grand aujourd'hui, Marc, avec une carte de 1976 de Gary Carter, carte Topps OPC, ça c'est au Canada. Numéro 441, c'est la première année que Gary Carter a sa propre carte. Il avait sa carte en 75 avec 3 autres joueurs. Ça, c'était la norme. Quand il y avait des joueurs recrues, on les associait à d'autres qui avaient une possibilité de bien paraître. Sur la photo, numéro 57, ça a été pris évidemment avant son année recrue pendant le camp d'entraînement. Et de Gary Carter, si on va sur le site Trading Card Database, c'est plus de 5600 cartes qu'on a de Gary Carter. Écoute, Marc, il a marqué l'histoire des Expos. On ne se comptera pas d'histoire. C'est un membre du Temple de la Renommée qui déjoue avec les Expos ou non. C'est sûr que ce sont des cartes en demande. Et quand on est dans nos premières années, ces cartes-là sont très prisées par les collectionneurs. Oui, puis une première carte qu'on s'appelle Gary Carter ou peu importe, je suis sûr que ça avait une belle valeur pour lui. Puis je vais juste dire ça, c'est que moi, Gary Carter, sa présence avec les Expos, c'est une des raisons principales de mon amour pour les Expos et le baseball. Oui. Écoute, juste me remettre en perspective, où était Gary Carter dans sa carrière en 1976? Il venait de connaître une bonne saison.
comme voltigeur de droite, parce que c'est Barry Foote qui était le receveur numéro 1 cette année-là. Il a été très blessé en 76. Il a eu une bonne saison en 75, a été le joueur de position de recrue d'année par le Sporting News, mais la recrue d'année avait été John Montefusco, des Giants de San Francisco. Ça, c'est le vote de l'Association des chroniqueurs de baseball d'Amérique. Donc, Gary Carter, l'année suivante, a été blessé. Il n'a pas eu une bonne saison, de sorte que son poste n'était pas assuré l'année suivante. En 77, il n'y a rien qui laissait présager là, la carrière qu'il allait avoir. Et là, on avait établi que Gary, s'il était pour être régulier en 77, c'était pas pour être voltigeur, c'était pour être comme receveur. Puis là, il est en compétition avec Barry Foote. Puis ça n'a pas pris tant que Dick Williams. Je pense que ça n'a même pas pris une semaine. C'est Gary qui va être mon receveur là, et à long terme. Puis Barry Foote a été échangé au mois de juin. En fait, Marc, on l'avait préparé comme receveur dans les ligues mineures. Mais ça, c'était la façon de faire dans les ligues mineures des Expos. On a empilé les prospects de receveurs. Tu sais, Barry Foote, c'est un choix de première ronde qui a été comparé à Johnny Bench. Là. Donc, on était loin de ça, là, éventuellement. Mais c'est ça. Gary a pris la place de Barry Foote. Puis ça a peut-être été une bonne chose, Marc, parce que, comme voltigeur, là, il fonçait dans les clôtures, c'est comme ça qu'il se blessait. Donc, pour le protéger des blessures, on l'a utilisé comme receveur. C'est peut-être la première fois dans l'histoire du baseball là, qu'on a fait on a transféré un joueur de la sorte au poste de receveur pour éviter qu'il se blesse. Enfin. En fait, je pense à Craig Biggio là, qu'on a mis au deuxième but justement pour empêcher que, pour profiter de sa vitesse le plus longtemps possible. Marc, je veux parler de Jackson Holliday parce que là, Evan Carter, c'est le favori pour être recrue de l'année. Est-ce que tu penses que Jackson Holliday va avoir assez de temps de jeu avec les Orioles cette année pour pouvoir être considéré lorsque la saison va prendre fin? Écoute, il y a tellement de talent chez les Orioles de Baltimore, parce qu'il y a des options là, pour jouer à l'arrêt court. Évidemment, Gunnar Anderson est là. Oui. Là, on pense mettre Anderson au 3e pour faire la place à Jackson Holliday. Il faut juste... Écoute, le gars du talent, c'est clair, là, j'ai regardé des vidéos de lui, j'ai regardé sa façon. Bon, évidemment, il a grandi autour du baseball. Là, son père était dans le baseball majeur pendant très longtemps. Mais c'est son âge. Tu sais, là, je comprends, tu vas me dire, Juan Soto est arrivé à 19 ans, puis il y a des gars qui sont capables de le faire. C'est vrai. Et je ne serais pas surpris. Mais je vais laisser le camp d'entraînement aller un petit peu plus longtemps pour voir si on peut vraiment... Parce que, tu sais... Le jeu, le danger souvent pour une organisation, c'est de précipiter, d'amener un joueur un petit peu trop tôt. Le talent est là. Comme je l'ai mentionné, il a grandi autour du baseball, donc je pense que ce qu'on appelle le baseball IQ est probablement, certes, à la hauteur, mais il y a quand même des éléments. Est-ce que physiquement, il est prêt? Est-ce que il y a pression de jouer dans le baseball majeur à un jeune âge aussi? Moi, je serais très, très prudent. Compte tenu du talent qu'on a dans l'organisation, parce que c'est une des organisations là, qui est parmi, au niveau du réseau de filiales, parmi les meilleures, je serais porté à être prudent, mais le camp d'entraînement me dicterait qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Alors, moi je pense qu'il n'y a pas un plan établi encore chez les Orioles de Baltimore à ce niveau-là. Mais chose certaine, là, les Orioles sont là pour une couple d'années. Ça, là, Alain, attention, cette division Est là, de l'américaine. Mm-hmm. Oui, les Yankees ont une bonne équipe cette année, mais Baltimore, avec la qualité des jeunes... Tu sais, je parle pas juste de talent pur, là. Je regarde le leadership d'un Rutschman, je regarde la façon dont les... Tu sais, moi, Gunnar Anderson, là, je suis... En termes de gars de baseball technique, là, écoute, c'est très impressionnant, ce gars-là. Donc, chapeau à l'organisation des Orioles de Baltimore pour la qualité du repêchage, donc au niveau du dépistage, et évidemment du développement des joueurs. Alors, on a vraiment une belle réussite à ce niveau-là. Ça a été des années, beaucoup d'années difficiles, mais là, on va vivre des belles années du côté de Baltimore. On est en train de sortir des années de Dan Duquette, Marc. Dan Duquette a fait des bonnes choses à Montréal, là, mais il était franchement dépassé là, dans ces dernières années à Baltimore. On est allé chercher des gars des Astros de Houston, puis c'est une façon de faire. Je regarde les Orioles, là, puis je regarde... Écoute, c'est la même chose, là. Les Astros se sont relevés en formant un réseau de filiales qui leur a produit des joueurs pendant encore plusieurs années. C'est ça qu'on a fait. Lorsqu'on a eu de bonnes équipes, les Astros n'ont pas dépensé, Marc, ces joueurs autonomes de haut niveau, là.
On consolidait ce qu'on avait, ce qu'on fait encore. Des contrats à long terme au Bregman, au Altuve, des Garrett Cole puis Verlander. On les a mis sous contrat, mais dans le cas de Verlander, une fois qu'on les a acquis sur le marché des échanges. Puis c'est ça qu'on a fait présentement avec Corbin Burns. Moi, je m'attends pas à ce que... Tu sais, il y en a qui associaient, bon, peut-être Montgomery ou encore Snell. Moi, je les vois pas avec les Orioles. Je pense qu'il va peut-être avoir une transaction, par exemple, avec un des prospects, là, parce il n'y a pas de place pour tout le monde. Là. Kjerstad, là, il n'y a plus d'affaires à jouer dans le 3A. Là. Ça me fait penser un peu à Alex Verdugo, qui a passé peut-être une année ou deux trop au niveau 3A. Je pense que c'est le cas de Kjerstad. Il n'y a plus d'affaires à jouer au niveau 3A. Il faut qu'il joue régulièrement avec les Orioles. Puis il va falloir lui faire de la place à un moment donné. Une chose est sûre, et tu as raison de le mentionner, moi je pense pas qu'on va signer des joueurs autonomes. On va y aller via transaction, compte tenu de la qualité des joueurs qu'on a dans le réseau. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et ça reste que, on a des nouveaux propriétaires, on a un des beaux stades de tout le baseball. On a quelque chose de le fun entre les mains là, présentement. Alors, c'est pas le temps nécessairement d'aller dépenser en termes de vétérans, joueurs autonomes. Moi, je pense que c'est pas du tout là qu'on va s'en aller. Ça va être via transaction, comme tu l'as dit, comme on l'a fait avec Corbin Burns. Tu sais, Corbin Burns, là, on parle des acquisitions durant l'hiver. Qui peuvent, qui peuvent, je dirais pas changer l'allure parce que déjà Baltimore avait une bonne équipe, mais tu sais, quand tu parles d'aller chercher le gars manquant, le gars clé, là, difficile de faire mieux là, avec Corbin Burns du côté des Orioles de Baltimore. En tout cas, tu sais, je vais parler tantôt des Yankees qui vont être une équipe pas mal plus fun à regarder avec Juan Soto. Je vais dire une chose, si Jackson Holliday perce la formation, ou pas, là, ça reste que les Orioles aussi sont une équipe qui sont fort agréables aussi à regarder. Donc, non seulement ça va être des bonnes équipes dans l'Est, Alain, mais des matchs agréables à regarder là, entre ces équipes-là, parce que c'est du baseball de fun là, qu'on va jouer. Là. Ouais. Moi, j'ai l'impression, Marc, on parle de recrues de l'année et tout ça, mais Grayson Rodriguez, dans la deuxième moitié de saison, a été dominant. Adley Rutschman, moi, je pense que c'est des candidats de titre de Cy Young puis recrue de l'année dès cette année, s'il n'y a pas de blessure. C'est bon, évidemment, lorsqu'on parle de but de camp d'entraînement, on parle toujours de s'il n'y a pas de blessure. Ça, c'est clair. Mais il y a tellement. C'est pour ça là, que les gens de Baltimore sont vraiment excités de leur équipe parce que tu peux avoir des joueurs dominants. C'est pas juste une bonne équipe, c'est qu'il y a des joueurs qui peuvent être absolument dominants à ce niveau-là. Puis j'ai hâte de voir, parce que là, bon, les attentes sont plus élevées. Hein. Écoute, on a depuis 2 ans, là. On a fait des bons, deux bons majeurs là, au cours. Je pense pas qu'on va être capable de répéter, évidemment, parce que là, si on faisait un bon de 20 victoires de plus, là, ça n'aurait pas de bon sens. Là. Mais j'ai hâte de voir, moi, cette compétition-là entre les Yankees et les Orioles de Baltimore, tu sais, avec encore les gros Yankees, les gros canons des Yankees, face à cette belle jeune équipe qui ne semble pas du tout intimidée, soit dit en passant, de tout ça. Tout ça est très, très bon pour le baseball, Alain, parce que c'est une division qui est toujours importante, celle de l'Est, évidemment, de l'américaine. Et je suis tellement content de voir Baltimore, enfin, là, parmi les bonnes équipes de cette division-là. Écoute, Marc, on va finir, tant qu'à être dans l'Est, les Rays de Tampa. Wander Franco, c'est un gros morceau. Regarde, il sera probablement pas là, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, mais de toute façon... Les vois-tu encore compétitionner? T'sais, on a toujours trouvé le moyen là, depuis 2019 là, de se débrouiller avec ce qu'on a. Les attentes semblent être encore élevées. Il y a quelques jeunes qui poussent, qui pourraient prendre la relève. Là. Je ne sais pas c'est quoi tes attentes de ce côté-là, mais je regarde le personnel de partage, je me dis, même s'il y en a quelques-uns très bons qui ont le coude en compote, ils ont été encore performants au monticule. Écoute, c'est moi, là, évidemment, c'est encore tôt, là, mais moi les Rays, c'est encore 90 victoires. Tant que ça, là. Moi, je pense qu'ils ont une meilleure équipe. Ils ont fait un peu de ménage, mais je regardais de 1 à 9, là, ce qui est la formation là, susceptible d'être en début de saison, là. Tous des joueurs, c'est une formation qui est tannante. Là, des gars qui vont mettre des balles en jeu, on va encore courir, on va être achalant, on va trouver le moyen de marquer des points. Moi, j'adore leur personnel de partant. Là, je m'excuse, là, mais... Alors,
Ils vont être là, les Rays. Ouais. On a mis ce contrat à Kevin Cash encore pour plusieurs années. La magie va fonctionner encore. Ça fait 3-4 ans qu'on se dit, à un moment donné, ça va s'étouffer, tout ça. À un moment donné, ça va frapper un mur. Ça ne frappe pas de mur. Puis, ce que j'aime des Rays de Tampa, c'est que lorsque tu te retrouves avec cette organisation-là, soit via repêchage, soit via transaction, soit via, joueur autonome, il n'y en a pas beaucoup, là, mais il y en a eu un ou deux de temps en temps, c'est qu'il y a une philosophie. T'embarques ou t'embarques pas. Puis si t'embarques, ce qui est le fun, c'est qu'on réussit à convaincre tous les joueurs qui arrivent là d'embarquer dans le processus. Hey, tu vas jouer 3 matchs sur 4 parce que là, on a un autre gars qui est là, puis tu vas faire ci, puis tu vas jouer au deuxième but, puis de temps en temps, tu vas jouer au champ gauche, puis de temps en temps. Tu comprends? Il y a quelque chose de spécial avec les Rays. Puis ce que j'aime, je sais que c'est pas. C'est pas spectaculaire parce que t'as pas justement un Juan Soto ou t'as pas un Aaron Judge pour vendre des billets, là, entre guillemets, mais ça apprécie. C'est une bonne équipe qui est souvent très active sur les sentiers, qui est bonne en défense, les retraits sur des prises au niveau du monticule. Fait que j'aime le fait que quand tu t'en vas à Tampa, il y a une identité, il y a quelque chose. Puis je pourrais te nommer bien les équipes, là, je pense, aux Angels, par exemple, le très beau Angels, c'est quoi la philosophie, là? C'est quoi la façon de faire? On ne sait pas, on n'est pas trop sûr, on se fait sur Mike Trout. Tandis que les Rays, tu sais où tu t'en vas, puis ça, je trouve que c'est un des beaux succès de l'organisation. Oui. Ben écoute, Marc, je pense que ça promet pour cette section-là. Évidemment, on va faire le tour de l'actualité tout au long de la saison avec notre balado. C'est notre premier cette année et on vous invite à être là la semaine prochaine. On sera là le lundi. Et évidemment, à l'occasion, lorsqu'il y aura de grosses nouvelles, il y aura d'autres éditions du balado compte complet. Là-dessus, on vous souhaite une bonne semaine et on espère vous voir le prochain lundi. À bientôt. Balado compte complet vous a été présenté par Plan de match à Boucherville, fier partenaire de votre passion.